Nivine, c'est vrai que nous avons vu que Volodymyr Zelensky a clairement dit que cette opération devait et cherchait à déplacer la guerre en Russie. Et le Financial Times nous raconte très clairement ce qu'il s'est passé dès les premières heures. Exactement, parce que nos confrères du Financial Times ont pu s'entretenir avec une dizaine de soldats qui mènent actuellement à cette incursion. Et ce qui ressort de ces témoignages, c'est d'abord l'effet de surprise pour les Russes qui ne s'attendaient absolument pas à cette attaque. Volodymyr, par exemple, il est membre de la 82e brigade d'assaut aérienne. Il raconte que nous sommes entrés sur le territoire russe à 13h, mardi 6 août. Nous étions parmi les premiers à y pénétrer. À sa grande surprise, son unité ne rencontre aucune résistance, alors que le groupe se déplace à bord d'un véhicule de combat, un Striker. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un immense véhicule à 8 roues et qui pèse plus de 20 tonnes. On a connu plus discret et pourtant, les Russes n'ont rien vu venir. Rapidement, dit-il, nous sommes tombés sur une unité russe assise dans la forêt, en train de quoi? Tout simplement en train de boire un café. Notre Striker s'est dirigé droit vers leur table. Nous en avons tué beaucoup le premier jour, explique-t-il, parce qu'ils n'étaient pas armés et ne s'attendaient pas à nous voir. Des dizaines d'autres, tout aussi stupéfaits, préfèrent eux déposer leurs armes et tout simplement se rendre. Au cours des 6 jours suivants, les Ukrainiens continuent d'avancer sans être pris pour cible par les avions russes ni par des troupes au sol. À croire que finalement il n'y avait pas de résistance côté russe. L'un des soldats de cette 82e brigade explique que c'était un peu difficile au début, mais ensuite c'est devenu de plus en plus facile. Et comme lui, beaucoup de soldats qui ont participé et qui participent encore à cette incursion étaient jusqu'à présent déployés soit dans la région de Donetsk, soit dans celle de Kharkiv. Et paradoxalement, ils expliquent tous que cette incursion en territoire russe, elle était plus facile à mener que les opérations défensives sur leur propre terre. Combattre depuis des positions défensives est beaucoup plus difficile. L'ennemi sait tout de nous là-bas, il sait où nous sommes, ces drones peuvent voir chacun de nos mouvements. Cette fois donc l'avantage est aux Ukrainiens, l'objectif il est très clair, ces soldats nous l'expliquent, c'est préparer l'après. Nous pouvons combattre ici, dit Denis, et prendre leur territoire. Ensuite, les négociations pourront commencer et nous aurons une partie de leur territoire à échanger contre le nôtre. Merci beaucoup, Nivine Potros. C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui reviennent comme un écho assez important de ce que vient de dire Nivine concernant ces témoignages. Gil Mikhaeli, déjà, c'est tout de même une impréparation totale de ces soldats russes qui attendaient, qui buvaient un café, qui ne s'attendaient absolument pas à ce qu'il se passe quelque chose. Tout à fait. Je pense qu'il y a 12 éléments qui peuvent expliquer la surprise. D'abord, les Russes, on sait que il y a de l'information et il y a les renseignements. L'information, c'est ce qu'on achète au marché. Les renseignements, c'est les plats qu'on sert aux convives le soir. Donc la matière première, ce sont les informations, mais il faut préparer des plats pour servir à l'état-major. Et entre les deux, les Russes, haut gradé, ont pensé que ça n'a pas de sens, que le fait qu'il y a des concentrations ukrainiennes dans le nord, ça correspond à aucune stratégie possible. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là? C'est pas avec ça qu'ils vont gagner la guerre. Ils n'ont pas pensé à un sort de coup de poker à visée plutôt politique. Et donc, ils ont dit, si c'est pas logique, ils vont pas le faire. C'est un petit peu comme les gens qui ne croyaient pas que Poutine allait envahir l'Ukraine, disaient mais ça n'a pas de sens, il a 160 000 ou 180 000 soldats, ça ne suffit pas, de toute façon qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Puisque ce n'est pas logique, tout ce qu'on voit et indique une guerre, ça ne va pas se passer comme ça parce que Poutine n'est pas ni fou ni idiot et envahir l'Ukraine c'est une erreur. Donc là, en quelque sorte, de nouveau, les Russes tombent c'est-à-dire on tombe dans le même genre de travers logique. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les Ukrainiens ont choisi un secteur où les Russes ont fait ils ont fait une sorte de réforme, ils ont changé l'organisation de forces
à la fois géographiquement, ils ont rattaché la région à un autre commandement, ils ont changé la hiérarchie, l'organigramme des unités, ce qui fait que, et les stratèges essayent de le faire toujours, de frapper là où le commande et le contrôle n'est pas clair. À qui ça appartient? À la division à gauche ou à la division à droite? À Moscou ou dans ce cas-là, Leningrad. Et donc, ils ont frappé sur un endroit où le contrôle et le commande n'étaient pas clairs. Leur grande stratégie n'était pas claire pour les Russes. Donc, les Russes ont mal compris les informations qu'ils avaient et ça produit ce qu'on voit devant les yeux. Ils pénètrent comme un couteau dans le beurre. Alors, la première chose que nous avons eue de la part de la diplomatie ukrainienne, c'est tout de même des clarifications sur leurs envies. Écoutez. L'Ukraine contrôle environ 1000 km² dans le cadre de cette opération. Je tiens également à souligner que, contrairement à la Russie, l'Ukraine n'a pas besoin de la propriété d'autrui. L'Ukraine ne souhaite pas annexer de territoire dans la région de Koursk, mais elle veut protéger la vie de son peuple. Catherine Gentil, pourquoi insister sur ce terme annexion ? Parce qu'évidemment, c'est l'inverse de ce que font les Russes. C'est-à-dire que, souvenez-vous, dès septembre 2022, c'est-à-dire 6 mois après le début de la guerre à peu près, Vladimir Poutine, justement, avait dit qu'il annexait les territoires des 4 oblasts de l'Est de l'Ukraine. Donc, les Ukrainiens veulent se positionner d'une manière totalement différente, en disant que finalement, alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'ils ont conquis à peu près 1000 km². Et les Russes, depuis le début de l'année, eux, en avaient conquis 1360. Donc on voit que c'est quasiment à peu près la même superficie. Et ils expliquent qu'ils ont dévoilé leur plan. C'est pour réussir effectivement à avoir une paix juste, disent-ils. C'est une base de négociation. Parce que comme l'expliquaient les soldats dont Nivin Potros nous parlait, dont les médias américains ont recueilli le témoignage, en fait, c'est beaucoup plus facile, ça a été beaucoup plus facile pour les Ukrainiens d'entrer ici en Russie plutôt que de se battre pour reconquérir leur propre territoire où là, les Russes sont très bien installés et au contraire où ils sont en train d'avancer. Donc pour les Ukrainiens, faute de pouvoir reconquérir leur propre territoire qui sont pour l'instant occupés par les Russes, ils ont choisi d'aller se saisir d'une partie des territoires russes. Alors tout petit, hein. Rappelons que la Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés, hein. Là c'est 1000 kilomètres carrés, donc évidemment c'est pas grand-chose, mais symboliquement ça permet de dire, eh ben voilà, maintenant on fait quoi? Vous occupez une partie de notre pays, nous on occupe une toute petite du vôtre, mais est-ce qu'on continue comme ça? Ou alors est-ce qu'on se met à la table des négociations et on commence à parler sérieusement? Alors peut-être que les Russes ont tout de même eu peur d'une certaine forme d'annexion, puisqu'il y a eu au total 121 000 personnes évacuées de la région russe de Koursk, frontalière à l'Ukraine. Mais les évacuations ont également eu lieu du côté ukrainien. Reportage de Marianne Kotonov et Marine Truchot. À 69 ans, Nina a fini par se résoudre à quitter sa maison. Depuis toujours, elle vivait à Bilopila, à quelques kilomètres de la frontière russe. Les bombardements, elle s'y était habituée. Mais depuis une semaine, la situation est devenue invivable. Ils ont commencé à bombarder davantage. Rester là-bas? Pourquoi? Ils ont déjà tellement bombardé. Si on reste, c'est à nos risques et périls. Comme des milliers d'autres, Nina a préféré partir. C'est un voisin qui quittait lui aussi le village qui l'a emmené dans sa voiture. Avant, on évacuait en bus. Maintenant, la situation est tellement tendue, dangereuse, qu'ils nous ont dit de partir par nos propres moyens, comme vous pouvez. Avec l'incursion de l'armée ukrainienne en Russie, les autorités de la ville de Soumy s'étaient préparées à se défendre, mais aussi à accueillir davantage de réfugiés. Depuis une semaine, nous avons constaté que les Russes ont commencé à bombarder plus intensément. La ville était préparée à ça. Les citoyens de Soumy ont pu voir de jour comme de nuit le travail des systèmes anti-aériens, comment les roquettes étaient interceptées. C'est pour être mieux protégée qu'Inna a pris la décision de partir elle aussi en abandonnant tout sur place. Ici, à Soumy, elle a pu bénéficier d'une assistance pour un logement, une aide financière et humanitaire. Lampe de poche, bon.
désinfectants, des lingeries, plusieurs paquets, bon. Voilà. Entre 300 et 500 personnes arrivent chaque jour des villages situés à quelques kilomètres de la frontière. Une affluence que la ville de Soumy a dû gérer au plus vite. Ce centre est ouvert depuis aujourd'hui parce que le nombre de personnes évacuées a augmenté. Et pour diminuer la pression sur le premier, on a ouvert celui-là. Un second centre d'enregistrement qui risque malheureusement d'être vite saturé. La région de Soumy a prévu l'évacuation de 20 000 personnes.